BFM Business, le focus de Tech & Co. Focus de Tech & Co ce soir sur le covoiturage parce que les Français, les startups françaises sont championnes en la matière. On en parle avec nos invités. J'accueille Julien Honard, fondateur, président de WazeUp. Julien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors c'est une startup que vous avez lancée il y a moins de 3 ans maintenant, donc rentrée 2013. Souvent on vous surnomme dans la presse le Blablacar du petit trajet, du trajet quotidien, le fameux domicile-travail, travail-domicile. Vous avez attaqué donc ce marché, enfin vous nous direz d'ailleurs comment vous l'avez attaqué, c'est intéressant, c'est du B2B essentiellement, c'est les entreprises que vous visez et puis elles s'arrangent entre guillemets avec leurs salariés derrière. C'est évidemment toujours plus compliqué mais j'essaie de résumer en quelques mots. Thomas Matagne à votre gauche. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, votre idée, c'est Ecov, que vous avez cofondé, que vous présidez aujourd'hui. Vous installez des stations, des bornes destinées à tous ceux qui utilisent le covoiturage. Évidemment, elles sont connectées. C'est pour faciliter la vie de ceux qui pratiquent le covoiturage. Côté piéton, j'imagine, enfin côté passager. Alors c'est pour faciliter la mise en relation entre les conducteurs et les passagers sur les trajets du quotidien, qu'ils soient domicile-travail ou autre. Bon, Ecov, vous nous raconterez aussi l'aventure Ecov. Et puis Ludovic Bu sera avec nous, enfin il est déjà avec nous depuis la ville du Mans via Skype. Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, voilà, et le covoiturage, on en a déjà parlé ensemble sur BFM Business. Merci d'être avec nous, Delphine Sabatier, que je salue, qui est restée avec nous ce soir. Salut Delphine. Ludovic, peut-être première question, le covoiturage. J'ai raison de la dire qu'on est champion en la matière, notamment quand on pense tous à Blablacar, qui tisse sa toile, d'abord en France, puis en Europe, et maintenant au niveau mondial. Alors on est les champions de la valorisation du covoiturage, ça c'est sûr. On est en train de passer probablement en rapport avec la population à champion en proportion de gens qui pratiquent le covoiturage sur la longue distance. Par contre, il reste beaucoup d'efforts à faire sur la courte distance, mais vos invités de ce soir sont en plein dans le sujet. Bon, Julien, WazeUp, intéressant, quand on revient à votre création là, il y a 3 ans. Vous lancez ça alors même que une autre entreprise était déjà positionnée là-dessus. Il y en a plusieurs. C'est WeDrive qui il y a un peu plus d'1 an, je crois, a mis la clé sous la porte. Il y a 1 an à peu près, on va dire, a mis la clé sous la porte, alors qu'elle était entre autres soutenue par un champion, par PSA, qui avait injecté 1 million d'euros. Voilà, eux ils ont fermé depuis et vous avez accéléré. Et je crois que d'ailleurs c'est rentable votre affaire. Oui, WeDrive, je pense que c'était un accident de parcours. D'ailleurs, pour revenir sur l'historique, au départ, Blablacar s'adressait aussi au trajet domicile-travail et aux entreprises. Et ils ont finalement choisi de se développer sur la longue distance. Et ils ont bien fait, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ils se développent à l'international. WeDrive, je sais pas comment j'ai prononcé. WeDrive. Non, c'est moi qui l'ai mal prononcé, autant pour moi. Ouais. Non, je vous en prie. Et donc oui, nous, en fait, on s'est développé au départ sur fonds propres avec mon associé Cyril Courtière. On a atteint une rentabilité avec 4 personnes en CDI. Donc on voulait prouver en fait que le modèle du covoiturage qui passait par l'entreprise était un modèle viable. Pourquoi on passe par les entreprises? Tout simplement pour atteindre une fameuse masse critique de trajet. Blablacar, une masse critique sur des trajets longue distance, 330 km de moyenne. WazeUp obtient des masses critiques locales sur des trajets domicile-travail de 30 km. Et pour ça, on passe par les employeurs qui communiquent auprès de la solution, de la solution auprès de leurs collaborateurs. On les aide pour ça, on les accompagne et on arrive à créer des réseaux en fait très denses localement où en moyenne chez nos entreprises partenaires 8 inscrits sur 10 trouvent des covoitureurs sur leurs trajets et leurs horaires. Et ça c'est vraiment une première puisque sur les trajets du quotidien c'était vraiment la problématique, c'était comment arriver à créer un réseau où il y a assez de monde pour que on trouve quelqu'un sans détour à ses horaires et en partageant ses frais. Et quel est le premier grand compte là qui vous a fait confiance et qui a peut-être ouvert d'ailleurs toutes les portes pour vous? Alors en fait notre premier client c'était le Technocentre Renault, un client idéal pour nous puisque il y a plus de 10 000 salariés qui travaillent là-bas à Guyancourt. La zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une zone peu ou mal desservie par les transports en commun. Donc il y a des problématiques d'accessibilité pour les employeurs. Et Renault nous a effectivement fait confiance avec Ilti et Snecma à l'époque. Et depuis, on a tissé notre toile à Saint-Quentin et dans d'autres zones d'activité en Ile-de-France et maintenant au national, notamment à Lille. Delphine. Et combien de personnes on a par voiture en moyenne? On reste sur 2 ou ça va plus loin? Alors chez nous, on est à 2,5. Donc effectivement, en général, le covoiturage commence avec 2 personnes dans la voiture. 2,5, c'est bien, vous doublez la moyenne française, je crois que c'est 1,3 oui, 3 personnes par voiture. Quoi. Oui, voilà, globalement, de toute façon, sur les trajets domicile-travail, on peut considérer que tout le monde est à peu près tout seul dans sa voiture, donc nous, on essaye de les compléter. Ouais. Donc plus de 2 personnes aujourd'hui.
Et alors, le fait de passer par les entreprises, donc ça incite les collaborateurs à l'utiliser parce qu'ils ont confiance, ou qu'est-ce que ça change? Parce que finalement, par rapport à un réseau collaboratif qu'on peut imaginer sur le web à titre particulier, c'est quoi la valeur ajoutée de l'entreprise, de l'employeur? La valeur ajoutée de l'entreprise, c'est qu'en fait, on crée des réseaux où vous avez beaucoup de personnes qui arrivent quasiment au même endroit. Le trajet domicile-travail est un trajet très contraint en covoiturage. Vous n'allez pas prêt à faire plus de 5 minutes de détour. Vous allez avoir des horaires variables le soir. Donc, il faut vraiment que vous ayez beaucoup de personnes au même endroit. Donc, c'est l'intérêt de l'entreprise et des entreprises voisines. Autre intérêt, la confiance. Effectivement, le fait de covoiturer entre collègues ou entre personnes d'entreprise voisines vous met un niveau de confiance qui est bien supérieur à l'inconnu du covoiturage classique. Et puis après, c'est aussi un modèle économique, puisque le principal problème de WeDrive, qui avait échoué à l'époque, c'était de ne pas avoir de modèle économique. Donc nous, on propose un abonnement aux entreprises, un accompagnement qui leur permet de créer leur réseau de covoiturage et de le valoriser auprès de leurs collaborateurs. C'est moins cher pour les employés également? Alors évidemment, pour les employés, en fait, le service est gratuit en grand public et les entreprises partenaires bénéficient du fait qu'on n'applique pas de commission sur leurs échanges d'argent, donc entre conducteurs et passagers d'entreprises partenaires. Ludovic Bull, est-ce que c'est pas l'avenir finalement on vous retrouve via Skype, je le rappelle, Ludovic. Est-ce que c'est pas l'avenir, ce travail quotidien plus que le week-end ou les vacances qui restent, anecdotiques, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est pas le gros des kilomètres que les gens parcourent, et en tant que passager, et en tant que conducteur? Je pense qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui pour que ça devienne une pratique largement répandue. C'est que, comme l'a très justement dit Julien Honard, la contrainte quotidienne, outre le fait de ne pas avoir à faire un détour qui est important par rapport à la longueur du trajet, elle tient au fait qu'on ne veut pas arriver en retard au travail, que quelquefois on ne s'entend pas bien avec ses collègues, il y a un certain nombre de facteurs qui font que l'incitation à faire du covoiturage n'est pas assez forte par rapport à la contrainte ou par rapport aux contraintes qui sont perçues. Parce qu'en réalité, quand les gens font du covoiturage, très rapidement, toutes les contraintes imaginées, mon conducteur va pas venir, il va y avoir du retard, mon patron va pas être content, on va pas s'entendre, etc. En réalité, ça se lève c'est finalement très marginal. Mais pour passer à l'acte, il faut que les gens perçoivent qu'il y a un avantage. Et aujourd'hui, par rapport à d'autres pays, et c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas encore les champions du monde de ce point de vue-là, nous n'avons pas d'incitation très très forte, comme il y en a en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et encore ailleurs, où par exemple, il y a des voies qui sont réservées pour les covoitureurs. Et donc, quand tout le monde est dans les embouteillages, vous, si vous faites l'effort de prendre quelqu'un dans votre voiture, vous n'êtes plus dans les embouteillages. Et à ce moment-là, il y a un déclencheur qui est très numériquement important. Si en plus vous avez des acteurs comme WazeUp ou comme Ecov ou comme d'autres, et WeDrive, rendant leur hommage, ils ont quand même ouvert la voie, même si malheureusement pour eux ils sont morts entre-temps. S'il y a ces acteurs-là et qu'il y a des incitatifs forts, alors ça va décoller, ça deviendra la norme. Alors en Europe, je me rends pas tellement compte, mais est-ce que quand vous regardez le réseau autoroutier auprès de mégalopoles américaines ou asiatiques, on pouvait avoir 5, 6, 7 voies. Est-ce que notre réseau s'y prête à dédier une voie en particulier aux taxis et à ceux qui utilisent le covoiturage? La question, c'est des choix politiques. Si on décide qu'on veut que les voitures servent à la hauteur de ce qu'elles sont capables de faire, c'est-à-dire d'avoir 3 ou 4 passagers, alors on peut tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des expérimentations qui sont en cours sur ce sujet-là. Simplement, on a un problème législatif qui est que pour l'instant, nos députés et nos sénateurs ne veulent pas inscrire dans la loi le fait qu'on puisse réserver des voies pour les covoitureurs. Ce qu'on peut faire pour les taxis ou pour les bus, comme ça se fait sur l'autoroute A1, sur l'autoroute A4, sur l'autoroute A6, sur l'autoroute A10, etc. Il suffirait d'une ligne dans une loi qui dit « et désormais, il y a aussi les covoitureurs » et c'est bon. Après, aux États-Unis, justement, vous citez cet exemple-là, ils ont des autoroutes qui sont très très larges, mais à partir du moment où ça commence à fonctionner, au début, il n'y a qu'une voie, et puis quand ça commence à fonctionner, qu'il y a vraiment beaucoup de voitures, et que même cette voie-là commence à être occupée, embouteillée, alors on en ouvre une deuxième. Et c'est là où je dis que ça peut devenir quelque chose de massif, c'est que le jour où vous voyez que l'avantage est fort à faire du covoiturage, alors les premiers des early adopters vont s'y mettre. Et puis, si le pouvoir politique dit « Ah ben oui, ça marche bien, j'ouvre une deuxième voie », on réduit l'espace pour ceux qui sont en voiture solo, on augmente l'espace pour ceux qui font l'effort, et à ce moment-là, encore une fois, grâce à nos acteurs, à nos startups qui sont dynamiques et qui ont des bonnes idées, elles testent différents modèles, mais il y a vraiment des bonnes idées, à ce moment-là, ça peut devenir quelque chose de fort.
mais c'est une décision politique. Et il manque ce souffle-là pour l'instant dans notre pays. Julien, Thomas, est-ce qu'à travers vos structures, à travers vos startups, Ecov, WaysUp, vous arrivez à militer, à tenter de faire changer les mentalités, à faire du lobbying, je sais pas, à Bercy, au ministère des Transports ou ailleurs? Clairement, comme disait Ludovic, la voie dédiée ouvre la voie, c'est le cas de le dire, à une massification du covoiturage domicile-travail, puisque à partir du moment où vous avez une voie dédiée, la première fois que vous covoiturez, vous allez gagner du temps. C'est quand même la chose la plus précieuse au quotidien. Maintenant, aujourd'hui, on arrive quand même à convertir pas mal de monde. Vous avez 30% des collaborateurs dans les entreprises qui se disent prêts à covoiturer. Dans certaines entreprises, on en attire jusqu'à 27%, donc plus d'un quart des collaborateurs qui sont inscrits sur la plateforme. Donc le sujet intéresse. Et derrière, donc on mutualise les trajets d'automobilistes qui là vont plutôt économiser et vont gagner en confort. Et on fait gagner en fait beaucoup de temps à certains usagers des transports en commun qui sont pas sur la bonne ligne. Et on a quelques exemples sur notre blog, vous pourrez aller voir. Il y a des personnes qui gagnent plus d'1h30 par jour en prenant le covoiturage par rapport au transport en commun. Tout simplement parce qu'ils vont travailler à Guyancourt et qu'ils n'ont pas de permis et de voiture. Thomas, racontez-nous la Ecov, comment ça marche vos stations là. Embarquez-nous sur un trajet quotidien, un exemple quotidien. Là. Alors, nous, on cherche à développer le covoiturage pour les trajets du quotidien aussi, pas spécialement domicile-travail, et en particulier dans des territoires périurbains et ruraux qui sont moins denses. Et donc, pour arriver à casser le problème de la masse critique qu'on a évoqué précédemment, on a pris un chemin qui est très différent, qui est d'essayer d'amener le covoiturage sur la voirie, de le faire rentrer, de l'organiser au même titre qu'un système de bus ou n'importe quel autre moyen de déplacement. C'est pour ça qu'on a des stations de covoiturage qu'on déploie avec les collectivités, et c'est même les collectivités qui les déploient, qui les mettent en place. Il y a quelques entreprises qui veulent le faire aussi, et qui permettent à un passager de venir donc à la station comme s'il allait prendre un bus et de faire une demande de covoiturage instantanée. Cette demande est relayée ensuite par Internet, donc à la fois vers des véhicules connectés, vers des applications smartphone. Mais comme ça suffit pas pour avoir suffisamment d'utilisateurs au début, on l'affiche aussi sur la voirie avec des panneaux lumineux qui permettent d'indiquer la demande de covoiturage instantanément à tous les conducteurs qui passent à ce moment-là, au bon endroit, au bon moment. Et comme les gens sont prêts à faire du covoiturage, s'il n'y a pas de contraintes, on a des taux de participation qui sont très élevés. Donc les conducteurs s'arrêtent, on ne sait pas qui va s'arrêter précisément, mais on sait que statistiquement, dans le flux de véhicules, on a quelqu'un qui s'arrête, donc on peut prédire aux passagers l'estimation de temps d'attente. Un conducteur s'arrête, ils font le covoiturage ensemble, il y a un système de paiement, un système de sécurité entre les deux, et comme ça, on arrive à permettre dans des territoires qui sont peu denses à créer un nouveau système de mobilité complémentaire de bus quand il y en a, ou complémentaire de rien du tout quand il n'y a rien du tout. C'est qui vos premiers partenaires là, alors avec qui vous travaillez? Alors aujourd'hui, nous on déploie les premières stations de covoiturage avec un consortium d'expérimentation de 4 collectivités territoriales dans le nord-ouest de l'Île-de-France, département du Val-d'Oise, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, et puis le parc naturel régional du Vexin avec un soutien du Conseil régional Île-de-France. C'est une première en Europe, c'est une vraie intervention nouvelle, publique, et puis on a un soutien d'un laboratoire public de recherche, le LVMT. Et ensemble, comme ça, on teste un nouvel usage du covoiturage qui est très différent des objets purement connectés que sont les applications smartphone ou les sites web. Tout ça est connecté, donc évidemment ça communique avec, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un smartphone pour le faire. Tout le monde peut utiliser la station de covoiturage puisqu'il y a une borne qui est accessible à tout le monde. Et ça peut rassurer beaucoup d'utilisateurs d'avoir une sorte c'est pas une sorte, d'avoir un point de rendez-vous. Exactement. Parce qu'on se voit tous là, on voit dans les rues quand on cherche un VTC ou quoi, tout le monde est avec son smartphone. Dès qu'il y a un peu de densité, ça devient franchement risible ou voire quasiment impossible. Hein. On n'a jamais imaginé la voirie pour le partage de la voiture. C'est un impensé jusqu'à présent. Donc l'urbanisme doit l'intégrer et on doit organiser cette rencontre entre. L'autostop, on l'a imaginé quand on faisait de l'autostop. Oui, mais l'autostop est toujours resté informel. N'est jamais passé comme quelque chose de massifié, de considéré comme normal et acceptable. Et Autolib, les stations Autolib. Alors, oui, mais c'est de l'autopartage. Covoiturage aussi. Exactement. Tout à fait, on pourrait. Avec eux ? Alors nous, aujourd'hui, on s'intéresse à des territoires qui sont moins denses que ceux où sont déployés les Autolib. Mais dans l'absolu, on peut très bien mutualiser un certain nombre de trajets. Ça peut être de l'Autolib, ça peut être des bornes de rechargement, ça peut être des consignes pour récupérer quelque chose qui a été livré. Enfin, il y a plein de choses à imaginer sur les nouveaux services qui sont mutualisés. Mais il faut accepter d'envisager d'entrer sur la voirie pour faire ça. Nous, notre modèle économique est aussi radicalement différent de ce qui se faisait jusqu'à présent, puisque pour le coup, on s'adresse pas aux entreprises, ou plutôt à
à la marge, mais on s'adresse surtout aux collectivités. Et les collectivités, elles cherchent des solutions nouvelles dans un contexte de contraintes budgétaires très fort, et elles cherchent des solutions qui sont économiquement et budgétairement acceptables. Et c'est pour ça qu'elles sont intéressées pour innover. Bon, on va prendre vos questions sur le hashtag TechCo, TECHCO. Le covoiturage, c'est super pratique et intéressant niveau prix. Voilà ce que dit Lucien. Comment évoluera le covoiturage à l'arrivée des voitures autonomes? Peut-être pour vous, Ludovic, via Skype, dites-nous. Alors, si vous me permettez, je vais dire deux choses par rapport à ce que vient de dire Thomas Matagne, et je vais répondre à votre question. La première, c'est que aujourd'hui, il y a du covoiturage informel qui est très important dans les zones rurales. Parce que justement, il n'y a pas de transport en commun, parce qu'il n'y a pas d'autolibre, etc. Et donc, il y a une solidarité qui se développe dans les petits villages, en particulier, entre gens de la même génération ou entre voisins, et où on se rend service, et où même, à la limite, on vient de proposer un trajet là où il y a, alors que la personne n'a pas sollicité le trajet. Simplement en disant, je vais demain à la ville, est-ce que tu veux que soit je t'amène, soit on fasse, je fais des courses pour toi, etc. Et ça, l'expérimentation de l'ECOV, elle est intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle répond à cette, elle permettrait de multiplier ce genre d'initiative qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà une base et il y a déjà une volonté, là où il y a peu de transports en commun, d'aider les autres à se déplacer par ceux qui ont une voiture. Et la deuxième chose, c'est que justement dans le modèle économique, je n'ai jamais compris, moi j'ai monté une entreprise de covoiturage en 1997, donc bien avant WeDrive, et donc depuis 20 ans, je n'ai jamais compris pourquoi les collectivités disaient votre système, qui est un système de transport quasi public, doit être rentable, alors que les bus, on les subventionne, les métros, on les subventionne, les routes, on les subventionne, les parkings, on les subventionne, et le covoiturage, ah non, ça vous devez vous débrouiller. Et je trouve que l'intérêt, notamment dans des zones comme celle du Vexin, voilà, qui sont des zones rurales ou en tout cas périurbaines assez très peu denses, eh ben, c'est des choses que la collectivité doit accompagner parce qu'elle ne pourra jamais, notamment maintenant où il y a moins d'argent dans les caisses, payer des bus à tire-larigot pour couvrir tous les villages et tous les besoins. Donc il y a un vrai potentiel. Pour revenir à la question sur... Bougez pas, on va marquer une pause, on va se retrouver juste après Ludovic, mais très juste remarque, on l'entend tous, SNCF, RATP, on pourrait en citer beaucoup d'autres, sont des entreprises déficitaires, soit sur l'exercice, soit carrément, on met des milliards de côté, des dettes accumulées, puis on sait pas qui les paiera et si on les paiera un jour. Vous restez avec nous, c'est le covoiturage, je vois que ça vous intéresse sur le hashtag TechCo, TECHCO, je vois aussi que potentiellement le football aurait pu vous intéresser, vous avez décidé de rester, pas malheureusement, mais c'est malgré tout, on fera un point sur ce match. Vous n'avez rien raté, il est 21h23, 23 minutes de jeu, donc il y a toujours 0-0 entre les Allemands et les Français du côté de Marseille. On fera un tour d'ailleurs sur Twitter pour voir comment la twittosphère regarde et vit ce match. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Les Français champions du covoiturage. Bon, demain peut-être, on dirait Ludovic Buet qui n'était pas forcément convaincu par notre titre ce soir. On va le retrouver dans un instant via Skype depuis Le Mans. Thomas Matagne est avec nous pour ECOV, avec vos stations connectées évidemment, stations de covoiturage connectées, auprès desquelles les piétons en attente de covoiturage peuvent se signaler auprès des conducteurs qui passent à côté. Julien Honard est avec nous pour Waze Up. Julien, là j'en profite, on évoquait WeDrive qui a arrêté son activité il y a un an malgré ce 1 million d'euros apporté par PSA. Comment vous regardez, si vous regardez des applications tierces comme Uber, comme Waze aussi dans le giron de Google qui testent, on évoquait les voies réservées, qui testent le covoiturage, le carpooling disent les Américains, pour l'instant chez lui en Californie, vers Mountain View, tout ça, mais si ça marche, l'importera en France. Waze, on parle juste de 4 ou 5 millions d'utilisateurs rien qu'en France. Ouais, tout à fait. On voit plutôt d'un très bon œil l'arrivée de gros acteurs comme Google. S'ils viennent sur ce marché, ça veut dire qu'il y a un fort potentiel. Bien sûr. Et c'est très intéressant de voir la manière dont Google attaque ce marché. Puisqu'en fait, Google est l'acteur grand public par excellence. Waze a des millions d'utilisateurs. Comment Google adresse le covoiturage domicile-travail à San Francisco en passant par les entreprises. Donc exactement la stratégie qu'on mène depuis 2013, en sachant que Google n'est pas forcément le meilleur acteur pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Nous on parlait d'accessibilité tout à l'heure, il y a des enjeux de recrutement, de bien-être au travail, de marque employeur. Tout ça c'est des thèmes qui sont un peu étrangers à Google et qu'on travaille depuis 3 ans.
Il y a quand même un enjeu Delphine. sur les calculs d'itinéraire. On parle de Waze. La force de Waze, c'est aussi que ça ne permet pas juste de faire du covoiturage à San Francisco. Ça permet de choisir son itinéraire, de retrouver l'ensemble de la communauté sur ses itinéraires. Il y a un domaine plus technologie, je dirais, qu'exploite Google et qui est peut-être pas encore totalement exploité par les solutions françaises. Alors en fait, effectivement, nous, on met en relation les automobilistes et les piétons, les automobilistes entre eux, et on facilite leur covoiturage au jour le jour. On partage leurs frais, on leur permet d'avoir des alertes horaires, etc. Mais en parallèle, ils utilisent Waze pour se déplacer, notamment en Ile-de-France. C'est un vrai atout trouver de Google quand même, c'est d'avoir un outil toujours dans la poche qu'on utilise pour tous ses déplacements. Tout à fait. Mais aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui covoiture, il utilise Waze Up plus Waze tous les jours. Vous pensez que demain vous pourrez concurrencer un Waze, c'est-à-dire faire partie de ces très rares apps qu'on a dans sa voiture, qu'on regarde de temps en temps, parce qu'il n'y en a pas d'autres en fait. Enfin, on n'est pas censé faire autre chose en voiture, on est d'accord? Oui, non, effectivement, mais c'est en fait nous Waze Up s'utilise pas en voiture. C'est-à-dire que votre covoiturage, vous l'avez prévu soit quelques heures, soit quelques minutes. C'est la prise de rendez-vous uniquement alors. Une fois qu'on est ensemble, on est ensemble. C'est la prise de rendez-vous, donc effectivement l'horaire où on se retrouve. Et c'est souple, c'est-à-dire que je peux, je sais pas, il est 20h, en fait je devais partir à 20h30, bah tiens, je suis prêt. C'est tout l'intérêt du Comment je système. switch là? En fait, le matin, vous allez être assez fixe. Donc en général, le covoiturage du matin s'organise la veille au soir. C'est-à-dire qu'on est à la bourre, mais on est tout le temps à la bourre. Donc finalement, c'est la même horaire, à peu près quoi. Alors oui, voilà. Globalement, il faut être assez fixe. Alors effectivement, la ponctualité, ça compte dans le covoiturage. Si vous n'êtes pas ponctuel, vous n'allez pas trop fidéliser vos covoitureurs. Mais en tout cas, sur l'horaire du matin, voilà, si vous êtes fixe, ça marche plutôt bien. Et en fait, je suis noté sur Waze Up, ouais. Alors vous n'êtes pas noté. On est plutôt sur un système qui récompense les meilleurs, parce que comme on est entre collègues ou entre entreprises voisines, on n'est pas là non plus pour dénigrer son collègue. Mais pour revenir sur les histoires d'horaire, en fait, c'est quand vous savez que vous allez partir, vous allez pouvoir envoyer une alerte sur Waze Up. Plus vous le faites tôt, plus vous avez de chances de remplir votre voiture. Et c'est comme ça qu'on réorganise en fait des équipages de covoiturage dans la fin d'après-midi, pour que vous ne soyez pas dépendant de votre conducteur du matin et que vous ayez un choix d'horaire le soir. Et plus la communauté est grande, plus vous avez un choix d'horaire important. Ludovic, si on revient à notre question de Twittos, qui s'appelle Thomas, comme notre invité, patron d'Ecov, qui nous demandait si le covoiturage allait être bousculé ou en tout cas évoluer avec l'arrivée, alors c'est pas pour demain, mais l'arrivée peut-être à partir de 2020 des véhicules autonomes. Alors 2020, c'est demain. Les véhicules autonomes sur nos routes, c'est plutôt 2030 dans le meilleur des cas, 2035 si on est raisonnable. Mais sans rentrer dans ce débat-là, moi, ce que je constate, c'est que d'abord le covoiturage, c'est 2 personnes dans une voiture, qui est un conducteur ou pas. C'est-à-dire que si la voiture est autonome, peu importe, s'ils sont 2 dedans, c'est du covoiturage. Et justement, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est la mutualisation de taxis, c'est la mutualisation de VTC, donc les Uber et autres chauffeurs privés, c'est la mutualisation via le covoiturage, c'est aussi la multimodalité. Il y a un certain nombre de start-up françaises qui testent des modèles avec covoiturage et transport en commun, et ou transport en commun selon les besoins. Et donc ce que je pense, c'est que à terme, la voiture autonome sera un des éléments d'un système multimodal dans lequel on utilisera un coup la marche, un coup le vélo, un coup la voiture, en fonction des distances, en fonction des aménagements urbains qui permettent ou pas que la voiture passe, etc., etc. Et c'est là où je trouve que là, les Français sont champions du monde, ou en tout cas très en avance, c'est qu'on a différentes briques. On a toute la palette là, et qu'on exporte d'ailleurs. On a une grande partie de la palette et on en exporte effectivement une partie. Après, il reste quand même une question, c'est de trouver le modèle économique de manière pérenne. Mais je reviens sur la question des subventions qui pourraient tout à fait venir compléter le bout qui manque chez certains acteurs, y compris Autolib d'ailleurs, qui pour l'instant ne dégage pas de bénéfices. Julien, vous êtes rentable, vous nous dites Oui, alors nous, on a voulu prouver que le modèle était rentable donc à l'été 2015. Suite à ça, on a accéléré avec une levée de fonds avec VID du groupe Mobivia qui avait précédemment investi dans Drivey, dans Hitch également. D'accord. Et donc ça nous a permis de doubler l'effectif. Et là, d'ici 1 an, notre objectif, c'est de tripler le nombre d'entreprises partenaires pour arriver à une centaine et de couvrir l'ensemble des grandes agglomérations françaises. Outre Renault, alors qui vous fait confiance là, mi-2016? Alors Renault,
le campus technologique du Crédit Agricole, le siège de Carrefour. À Lille, on a par exemple le siège de Boulanger, à l'Équin, Noroto évidemment puisqu'ils sont également actionnaires. On a en fait beaucoup de sièges sociaux puisqu'on cherche des grandes entreprises pour créer des réseaux denses. Et ensuite, les plus petites peuvent se greffer. Thomas Eckhoff, pour vous, j'imagine que c'est capitalistique là, vos stations, vos bornes. Donc vous n'êtes pas déjà au point mort là. Il faut patienter un petit peu. En fait, l'investissement dans les stations, c'est comme un investissement dans un bus ou dans une station Autolib ou Vélib. En fait, c'est la collectivité qui le porte. Donc certes, c'est capitalistique, mais c'est dans l'économie publique. D'accord. Et elle s'y retrouve parce que c'est des solutions beaucoup moins chères que des solutions conventionnelles. Nous, aujourd'hui, on a déjà des revenus avec les premiers projets qu'on a. Donc je ne sais pas si on en est encore à une situation rentable, mais en tout cas, on peut continuer notre R&D pour approfondir et améliorer le service en permanence et vivre de manière assez pérenne. Et le coût, c'est quoi pour la collectivité? C'est-à-dire qu'il y a une borne, il y a une application. Qu'est-ce qu'elles doivent financer, les collectivités, pour que ça fonctionne? Aujourd'hui, la collectivité, elle finance l'ensemble du mobilier urbain, la conception. En fait, nous, on est un transporteur en covoiturage. L'abribus avec... Voilà, c'est tout le mobilier urbain qui est nécessaire. Donc ça dépend des cas. On regarde cas par cas. Mais donc il y a une borne, des panneaux lumineux, ça c'est le minimum. Et ensuite, on peut mettre un abri voyageur, on peut mettre un banc, on peut mettre tout ce qui est nécessaire pour que les gens se sentent bien dans l'usage. Et éventuellement, il peut y avoir un peu de génie civil. Une connexion Internet? Alors nous, toute notre technologie est faite pour justement être déployable de manière très légère, c'est-à-dire que c'est du mobilier urbain, mais une station on la déploie en 12 heures, parce que nos bornes et nos panneaux sont autonomes électriquement, ils sont autonomes aussi en termes de connexion Internet, tout passe par le GSM. En fait, on a une approche objet connecté, c'est pour ça qu'on parle de station de covoiturage connecté. Donc à la fois, on est sur quelque chose d'un petit peu lourd, mais en même temps très léger dans tout ce qui est aménagement, ce qui permet d'aller très vite sur du déploiement dans différents territoires, y compris dans des zones rurales où on a peu de connexion Internet, mais notre technologie est faite pour justement fonctionner dans ces conditions. En GSM uniquement. En GSM uniquement et avec faible couverture. Je vous propose de repartir voir Ludovic Bu, sociologue, donc via Skype, depuis la ville du Mans, depuis le Mans. Ludovic, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, là, sur tous ces moyens, les moyens de mobilité. Ça foisonne dans le monde, en France en particulier. Là, pour le coup, on peut dire si on n'est pas à la pointe, on est carrément, en tout cas, on a pris ce train-là qui va très très vite. Autolib, Vélib, il y a quelques années, Wicar, Charrette, Drivey. Donc, alors tout ça, c'est des solutions différentes, location entre particuliers, covoiturage, on le dit ce soir. Blablacar, du long trajet, plus de 300 km en moyenne. On a du court trajet ce soir avec Waze Up sur 30 km aller-retour, Thomas? Non, l'aller seulement? Aller, effectivement, on est sur des trajets assez longs. Évidemment, plus le trajet est long, plus vous avez les gains du partage de frais, de la discussion et puis environnementale. La question derrière, Ludovic, vous me voyez venir, c'est est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce que forcément ça va consolider? Il y aura, des faillites, des rapprochements tôt ou tard? Déjà dans les gens que vous avez cités, Charrette a mis la clé sous la porte aussi il y a quelques mois. Ils viennent d'être rachetés. Enfin, en fait, le fichier client a été racheté, mais l'entreprise n'existe plus. Je pense que c'est comme sur tout marché, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a 15 ou 20 startups françaises qui sont en train de tester différentes hypothèses que nous avons évoquées au cours de cette émission. Immanquablement, il y a des hypothèses qui ne marcheront pas, d'autres qui vont marcher. Je suis ravi d'ailleurs de voir que Julien Honard, que j'ai rencontré il y a 3 ou 4 ans, son entreprise marche. C'est très, très agréable de voir qu'il y a des jeunes pousses comme ça qui progressent, qui vont de l'avant. Voilà. À un moment, le marché, immanquablement, quand vous avez 15 ou 20 acteurs, ça va se concentrer. Il y en aura 3 ou 4. D'autant que sur ce marché-là commence à entrer la SNCF, Transdev, le transporteur, un autre gros du transport collectif français, etc., etc. Et donc, avec leurs moyens, le jour où ils mettront beaucoup d'argent sur la table, et Julien Honard a cité Mobivia, qui est donc le groupe qui est la maison mère de Noroto. Voilà, ça veut dire qu'il y a des industriels qui rentrent sur ce marché-là, et donc qu'il va y avoir une concentration immanquablement. Mais c'est plutôt pas mal parce que cette concentration, elle permettra aussi une visibilité de l'offre qui aujourd'hui part un peu dans tous les sens, selon qu'on soit à Bordeaux, à Paris, à Marseille ou ailleurs, c'est pas les mêmes acteurs. Et ça, c'est pas une très bonne chose pour quelque chose d'innovant, parce que c'est déjà compliqué à comprendre. Si en plus c'est pas porté par les mêmes, avec le même modèle, etc., c'est encore plus compliqué à comprendre. Donc tous les facteurs, je pense, vont à une concentration à 3, 4, 5 acteurs d'ici, on va dire 5 ans.
Et justement, là, ces gros que vous citez, type SNCF, est-ce qu'ils ne sont pas trop gros, trop politiques pour prendre finalement la première place? Est-ce que ce n'est pas des petits acteurs indépendants, des startups qui, in fine, peuvent l'emporter? Alors moi, je suis convaincu que l'innovation vient essentiellement des petites entités qui viennent, qui ont une souplesse de test, de changer leur business model, et puis une énergie aussi qui est portée par qui est incarnée ce soir par vos deux invités. Ceci étant, à un moment, quand il faut changer d'échelle, il faut de l'argent. Et d'ailleurs, justement, l'entrée au capital de WazeUp de Mobilia est une preuve que oui, à un moment donné, il faut grandir. Et Blablacar, jusqu'à présent, n'a grandi que en levant des fonds. C'est pas juste sur les recettes générées par le système qu'ils ont réussi à grandir et arriver à l'échelle à laquelle ils sont. Et donc, même si les grandes entreprises ont quand même une capacité d'innovation, il y a un moment, il y a une forte inertie, un risque que ça bouge pas assez vite et que ce soit que les petits qui innovent. Ceci étant, à un moment, et ce moment commence à arriver, quand les grands entrent sur le marché, ils peuvent alors soit tuer le truc dans l'œuf et ça serait dommage, mais je n'y crois pas dans le cas du covoiturage, soit au contraire permettre de démultiplier la force de frappe, la présence, la visibilité, la compréhension. Et un dernier point, la confiance dans le système. Parce que le fait que ça soit SNCF ou Transdev qui disent dans le même abonnement, vous avez votre passe pour le train que vous connaissez depuis 100 ans et le covoiturage qui est un truc nouveau dont on ne sait pas trop bien comment ça marche, c'est un facteur de confiance qui fait que ça permet non seulement aux gens qui sont pas peureux, mais y compris à tous les autres, à la grande masse des consommateurs, qui aiment bien quand même savoir ce qu'ils consomment avant d'acheter, ils vont se dire, ok, c'est SNCF, bon ça va, je connais, c'est Transdev, c'est ma compagnie de bus depuis 20 ans, c'est bon, je connais, je peux y aller. Après, il faut qu'ils laissent quand même la capacité d'innovation parce que les modèles sont plus stabilisés. Merci beaucoup Ludovic Bus, sociologue, avec nous ce soir depuis Skype. Merci au fondateur d'Ecov, Thomas Matagne, au fondateur de WazeUp, Julien Honard et Delphine Sabatier qui m'accompagnait pour ce focus. À bientôt Delphine de la rédaction de 01net.com que tu diriges. Pardon à tous ceux, à toutes celles qui ont posé leurs questions sur Twitter qu'on n'a pas pu prendre. Voilà, on voit que c'est un thème qui vous passionne. Évidemment, on l'évoquera à nouveau sur BFM Business et en particulier sur Tech & Co prochainement. Pourquoi pas dès la rentrée, parce qu'on marquera une pause estivale rapidement, mais dès la semaine prochaine, on se retrouvera fin août avec une nouvelle formule, évidemment des nouveautés. On n'en dit pas plus. 21h38, on fera un petit tour par le match Allemagne-France, 38 minutes de jeu, c'est très tendu, un gros pressing allemand. Il n'y a qu'à regarder la position de balle, on est sur 2 tiers allemande, donc c'est très compliqué pour les Français, mais pour l'instant toujours 0-0. On ira voir ce que dit Twitter là-dessus d'ailleurs.